été réparé. On va pouvoir commencer notre réunion. Et comme je dis, tiens, je me suis donné ce principe, toujours saluer tous ceux qui m'ont précédé dans cette enceinte, tous les élus, tous les maires, et particulièrement, je disais, Charlotte Vige et Jean Barfleur. Ce sont des gens qui ont œuvré au sein de cette enceinte pour la commune de Port-Louis et pour la Guadeloupe. Je voudrais avoir une pensée particulière pour eux. Cela dit, je vais tout de suite demander à notre collègue Sandra Eroni de procéder à l'appel pour voir si on a le quorum pour pouvoir délibérer valablement, pour savoir si, à partir de là, je pourrais commencer nos travaux. Alors, implicitement, tu es nommé secrétaire. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je vais procéder à l'appel. Artin Victor, Eroni Sandra, moi-même, Marie-Claire Jacques, Inamo Tania, Tola Michel, Anassin Muguette, Bernard Jean-Luc, Madel Clamianit, Nanoa Richard, Nébouchon Gina, Wilson William, Chico Marina, Pelmar Francis, Mélina Dalila, mon Pierre Cédric, il y a une procuration pour donner à William Wilson. Hilaire Sabrina, elle a dit qu'elle était absente. Oui, excuse-moi. Excusez. Malbourou Chris. Magin-Terrasse Willen. La Folie Jean-François. Excusez aussi. Bruta Anésia Béatrice. Dopin Ella. Kisuna Lorena, excusez. Luzin Fred. Ramassani Jani. Bernard Cercy, il y a une procuration pour Jani Ramassani. Foucan-Barbe Christelle. Mazepa Max. Molongo Justine. Gustave Anselme. Merci. Bien, collègue Sandra, merci. Sandra Eroni, merci. Je disais, tiens, forcément, c'est elle qui va assurer le secrétariat pour nous. Donc, alors, au vu des présents, le quorum est largement atteint, on va pouvoir débuter notre séance du conseil municipal qui appelle un premier point, approbation du procès verbal de la séance du 28 mai. Alors, on avait bien précisé sous toute réserve. Alors, ce procès verbal ne pourra pas être disponible ce soir, mais vous l'aurez à la toute prochaine réunion du conseil. Après, oui, vous voulez avant... C'est ça, d'accord. Questions diverses aussi? Visiblement, ça ne va pas marcher, alors... Non, j'ai bien dit, on doit qu'un seul micro. C'est ça, d'accord. Il n'y a pas de prise pour les... comme spécial pour... Tu lui passes au micro? Bonsoir, monsieur le maire, bonsoir, collègues. Le groupe minoritaire voulait quand même exprimer une préoccupation par rapport à un fait récurrent qui est la transmission depuis quelque temps ou tardive ou, comme aujourd'hui, une absence de transmission de procès verbal et voulait donc s'appuyer sur le règlement intérieur qui a été voté donc en deuxième séance de conseil municipal qui dit
dans son alinéa 4 que chaque procès-verbal de séance est approuvé en début de séance qui suit son établissement dans la mesure du possible. Donc il s'agissait pour nous effectivement aujourd'hui d'expliciter le sens de cet alinéa et de faire savoir qu'il ne s'agit pas, quand on vote un PV, d'un simple acte administratif, mais qu'il s'agit vraiment d'un acte qui engage, puisque ce sont des décisions que nous prenons pour la population port-louisienne. Et donc nous voulions appeler le plus possible à se conformer donc à ce PV à ce règlement intérieur qui a été adopté, et à appeler à une transmission dans des délais qui soient satisfaisants, de manière à ce que nous puissions réellement mettre en œuvre le contradictoire et vérifier l'exactitude des propos des élus. Voilà, merci Monsieur le maire. Merci, Madame Foucan. Vous avez parfaitement raison. De toute façon, je l'ai dit, c'est sous toute réserve. C'est vrai que notre administration n'a pas pu faire le nécessaire. Le procès-verbal est rédigé, mais n'a pas pu être analysé ni, je pourrais dire, corrigé. Donc, alors, on a préféré ne pas mettre à l'approbation du Conseil. Mais on tâchera, à ce qu'à l'avenir, qu'on n'ait pas à faire appel à ce règlement intérieur du fonctionnement du Conseil pour mettre à votre disposition le procès-verbal, mais aussi tous les documents nécessaires au bon débat, en tout cas à la bonne compréhension de tous les élus, s'agissant de toutes les questions qui seront portées à l'ordre du jour. Je me rappelle, dans notre temps, on a eu l'occasion de faire des remarques également, donc je comprends aisément, mais ce n'est pas toujours évident. Bien, alors je poursuis. Je disais qu'on allait en deuxième point, fixation du nombre des représentants du personnel au comité social territorial, maintien du paritarisme et décisions relatives au recueil de l'avis des représentants de la collectivité. En 3, désignation des membres au sein des commissions thématiques intercommunales, à savoir commission consultative des services publics locaux, CCSPL, et commission intercommunale d'accessibilité, CIA. En 4, présentation du compte financier unique, CFU. 5, convention avec l'Union départementale des associations familiales, l'UDAF. Et en 6, questions diverses. Alors, je veux comprendre que M. Mazepa s'est inscrit pour une question diverse. D'accord? On enregistre. D'accord. Alors, cela dit, chers collègues, il y a ce point important, c'est le compte financier unique. Nous saluons la présence de notre collègue Richard Nanois. Alors, Madame Francius de la DGFIP est présente, mais avant même d'aller plus loin, je vais laisser le soin à M. Tola pour pouvoir inviter le Conseil à rendre un hommage à certains des nôtres qui sont partis dans l'au-delà. Les nôtres, ceux de Port-Louis, mais aussi d'ailleurs. Donc, alors, M. Tola a la liste de ces personnalités. Il va pouvoir les égrener et puis ça, et vous demander après 1 minute de silence pour ces personnes. Merci, Monsieur le maire, chers collègues, bonsoir, chers concitoyens, citoyens qui assistent à cette réunion du Conseil municipal. Je vous dis bonsoir également. Alors, comme on a l'habitude de faire depuis des années, que ce soit l'ancienne majorité ou quand nous étions ici de 2014 à 2020, nous devons avoir une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés. Donc cette pensée, donc le maire souhaite que cela puisse continuer. Et c'est pour cela que nous voulons rappeler que ces disparitions rappellent combien chaque habitant contribue à sa manière à la vie de notre commune. Derrière chacun de ces noms, il y a une famille, des proches, des amis, mais aussi un parcours de vie qui a participé à l'histoire de Port-Louis. Dans ces moments douloureux, le maire souhaite, au nom du conseil municipal et en son nom personnel, s'adresser à leurs familles et à leurs proches nos plus sincères condoléances, ainsi que notre profonde sympathie. Donc, ces personnes qui nous ont quittés durant le mois
du 1er mai à aujourd'hui, Madame Nistusgo Françoise Timothée, Madame Planté Veuve Mélina, Paul Hortense l'unique, Madame Kutman Lucie Simone, Madame Pierre-Justin Agathe Aimée Yvonne, Madame Gloiras épouse Margareta Sulpice Christiane, récemment Madame Huguette Horn, et on a porté en terre aujourd'hui Madame Tacita Veuve Anastase, partie à l'âge de 90 ans, qu'on a porté en terre aujourd'hui, qui habitait à Bellevue. Mais nous voulons aussi également penser, il y a pour lui, mais des hommes, des femmes qui ont joué un rôle important dans le pays, et nous ne pouvions pas passer là-dessus, compte tenu que le conseil municipal se fait en ce moment. Et le premier d'entre eux, c'est Patrick Solvay, que chacun d'entre vous connaît, et qui est parti il y a quelques jours. Également Jean-Claude Maès, le maire de Capesteur de Marie-Galante. Je veux citer également un Ansois, mais qui a joué un rôle important dans l'économie pour lui et du Nord-Grand-Terre, M. Edgar Gênes. Enfin, je voudrais avoir une pensée aussi, nous voulons avoir une pensée aussi pour un monsieur que nous avons à écouter souvent sur les ondes. Il s'agit de Moulien, mais très proche de Petit Canal, Monsieur Angelin Socrier, dit Ori Ménel. Je vais vous inviter donc qu'on puisse se mettre debout et saluer la mémoire de toutes ces personnes. Merci. Je voudrais juste dire aux élus, mais aussi aux citoyens présents, on ne l'a pas fait, je l'ai dit à Michel, il a oublié, mais on devrait avoir une pensée pour Madame Tarrer. Madame Tarrer, que tout le monde a connue ici en Guadeloupe, et j'avais, au nom du conseil municipal, dépêché, enfin, faire porter une gerbe mortuaire pour Madame Tarrer. Donc, alors, on l'a associé à cet hommage qu'on vient de rendre. Voilà qui est fait, collègues. Et rappeler aussi que Madame Margarita était aussi une employée communale qui est partie en retraite juste à la fin de notre mandature. Bien. On a la présentation du compte financier, on a la présence de Madame Francis. Je vais lui laisser la parole. On va vous demander l'autorisation surtout de passer à ce point en priorité, parce que Madame Francis doit entrer chez elle. Donc, alors, si vous acceptez, collègues, ce point 4, on va le présenter tout de suite après ce procès verbal et pour permettre à Madame Francis de se libérer. Je vous laisse le micro. Bonjour à tous, je suis Adèle Francius, je représente la DRFIP, je suis plus particulièrement conseillère aux décideurs locaux et je travaille avec la comptable du SGC, du service de gestion comptable de Morne-à-l'Eau. Voilà. Alors je vais vous présenter donc les comptes de la gestion 2025. Alors, au niveau des dépenses, des recettes de la section d'investissement, donc on avait prévu 12 639 655,41 € et toujours au niveau des recettes, les recettes réalisées, c'est 3 460 850,24 €. D'où un résultat au niveau des recettes d'investissement de 1
Reste à réaliser. Attendez. Comme c'est le compte financier unique, donc c'est un peu différent. Donc on a un solde d'investissement, de clôture de 1 262 113,74 €. Au niveau de la section d'investissement, toujours mis en dépenses, donc on avait prévu 15 145 263,31 €. Les dépenses réalisées se montent à 3 65 699,37 €. Voilà. Au niveau de la section de fonctionnement, en prévision, on avait 12 560 137,22 € et en réalisé, toujours en recette de fonctionnement, 12 524 091,17 €. Au niveau des dépenses de fonctionnement, en prévision, on avait 10 645 757,86 € et réalisé 10 311 380 €. Alors, l'année dernière, pour l'exercice 2024, on a terminé la gestion, exercice confondu, pour la section d'investissement avec un excédent de 866 962,87 €. Ça, c'est pour la section d'investissement. Et pour la section de fonctionnement, l'année dernière, pour la gestion 2024, on avait aussi un excédent de 1 241 476,59 €. Donc, pour les deux sections, on a clôturé la gestion 2024, tout exercice confondu, avec un excédent de 2 108 439,45 €. Étant donné qu'on avait un excédent en section de fonctionnement, la totalité de cet excédent de fonctionnement a été utilisée pour financer les dépenses d'investissement de la gestion 2025. Pour le seul exercice 2025, pour la section d'investissement, on a un excédent de 395 150,87 €. Vous savez, je vous ai dit, donc, on a prélevé la totalité de l'excédent de fonctionnement pour financer les dépenses d'investissement. Pour la section d'investissement, juste pour l'exercice 2025, le résultat de l'exercice 2025 pour la section de fonctionnement s'élevait à 2 212 711,17 €, d'où un excédent uniquement pour la section, pour l'exercice 2025, un excédent de 2 607 862,84 €. Donc, le résultat de clôture pour la gestion 2025, tout exercice confondu, depuis l'existence de la commune de Port-Louis, on a un excédent d'investissement de 1 262 113,74 € et un excédent de fonctionnement de 2 212 711,17 €. Donc, on clôture la gestion 2025, tout exercice confondu, avec un excédent de 3 474 824,91 €. Alors, il faut savoir que ce sont des résultats qui ne tiennent pas compte des restes à réaliser. Donc, je vais vous parler des restes à réaliser. Pour la section d'investissement, on avait des restes à réaliser. Quand on parle de restes à réaliser, il faut savoir que ce sont des dépenses qui sont effectuées, mais pour lesquelles il n'y a pas eu de mandatement. Donc, les restes à réaliser en section d'investissement s'élevaient à 1 251 570,24 €. Donc, en diminuant, quand on va diminuer l'excédent dont je vous ai parlé tout à l'heure de ces restes à réaliser, donc on va trouver un résultat cumulé pour la section d'investissement de 10 543,50 €. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait un excédent de fonctionnement. Pour le fonctionnement, on n'a pas de reste à réaliser. Toutes les charges qui sont réalisées en fonctionnement, on va les rattacher à l'exercice. Donc, ça n'existe pas des restes à réaliser en fonctionnement. On avait un excédent de 2 212 711,17 €. Donc, on va clôturer, en tenant compte des restes à réaliser, on va clôturer la gestion
avec un excédent de 2 223 254,67 euros. Alors, ce que je voudrais dire, pour ceux qui ne sont pas habitués à entendre les résultats, quand on parle d'excédent ou de déficit, ce n'est pas de la trésorerie. Il faut bien faire une distinction entre l'excédent et le déficit, mais budgétaire. C'est-à-dire que le conseil municipal va prévoir des crédits, on va encaisser les recettes, on va dépenser. Donc pour les recettes, on émet des titres de recettes et les dépenses. Pour permettre au comptable de payer, on va émettre des mandats. Le comptable aussi a besoin de titres de recettes. Donc quand vous entendez parler de déficit ou d'excédent, ce n'est pas de l'argent qu'on a en caisse. Parce qu'on a d'un côté des opérations réelles, c'est-à-dire qui amènent des encaissements ou des dépenses. Vous avez des encaissements ou des décaissements et des opérations d'ordre. Par exemple, comme opération d'ordre, vous savez, chaque année, par exemple, la collectivité doit effectuer, réaliser des amortissements. Ce sont des opérations qu'on passe pour dire, voilà, au bout d'un certain temps, il va falloir prévoir l'acquisition. Par exemple, un véhicule, il va être amorti sous 5 ans. Au bout de 5 ans, on sait qu'il va falloir prévoir des crédits pour renouveler ces véhicules. Donc, tout ce que je vous ai cité tout à l'heure, ce sont des opérations budgétaires, soit des déficits, soit des excédents. La trésorerie, c'est autre chose. Alors, ce qu'il faut savoir pour les opérations réelles, on va émettre des titres de recettes, mais on a aussi on peut ne pas avoir ces encaissements. Donc, même si on a un excédent en recettes de 1000, par exemple, c'est un montant fictif, on peut très bien ne pas encaisser ces 1000. Donc, on a d'un côté, on a un excédent budgétaire, mais on n'a pas cet argent en caisse. C'est pour bien faire la distinction entre les deux. Et puis, je vous ai parlé tout à l'heure de restes réalisés, c'est-à-dire qu'on a uniquement pour la section d'investissement. On ne parle pas, je vous ai dit tout à l'heure, de restes réalisés en section de fonctionnement. En section d'investissement, par exemple, on doit construire une école, c'est un exemple fictif. La société va venir, va faire des constructions. On n'a pas terminé, on n'a pas eu le temps d'émettre les mandats. On va dire que là, ce sont des restes à réaliser. Il reste encore des choses les travaux ont été effectués, mais on n'a pas reçu les mandats. Les mandats ne sont pas émis. Pour la section de fonctionnement, par exemple, on a acheté par exemple du matériel. On n'a pas reçu la facture en fin d'année. On va quand même émettre des mandats pour constater cette dépense pour la section de fonctionnement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? J'ai essayé de donner des exemples assez simples. Donc, pour bien comprendre qu'un excédent ou un déficit, c'est budgétaire. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a en caisse. Voilà. Oui. Merci, Madame Francis. Je ne sais pas si les collègues ont des questions. Ce n'est pas toujours évident. Alors, je dis également à l'attention des uns et des autres, c'est vrai que c'est le compte administratif de 2025, c'est-à-dire que de l'ancienne équipe. Donc, de par la loi, nous sommes obligés d'assurer effectivement la continuité des services. Et je pourrais ajouter également que c'est la première fois qu'on présente le compte sous ce format-là. Le compte financier unique, c'est-à-dire où on présente le compte de gestion du percepteur, ce qu'on avait généralement par le passé, et le compte administratif du maire. Donc alors, de par la loi, ils sont obligés de faire qu'un seul compte, ce qu'on appelle effectivement le compte financier unique. Voilà. C'est jamais évident. Donc alors, donc c'est ce que la trésorerie présente, si vous voulez, qui est en accord effectivement avec le compte de la commune. Quoi. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions à l'attention de Madame Francis. Donc, alors, on les enregistre.
Alors, oui. Merci, bonsoir. Bonsoir, monsieur le maire, chers collègues. Bonsoir, madame la représentante de la DGFIP. Ce n'est pas une question adressée à madame la représentante de la DGFIP, mais c'est surtout une intervention de la minorité. Alors, nous venons d'entendre la présentation du compte financier unique 2025 et ce document, il a un mérite considérable. Il met définitivement fin à plusieurs mois de communication tronquée. En effet, pendant la campagne électorale et depuis votre installation, les Port-Louisiens ont entendu que la commune pouvait être mal gérée, que des audits allaient être lancés pour faire toute la lumière sur la situation. Or, aujourd'hui, ce ne sont ni les élus de la minorité, ni les anciens responsables administratifs qui parlent. Ce sont les comptes. Et les comptes disent autre chose. Ils disent qu'à la clôture de l'exercice 2025, la commune présente plus de 2,2 millions d'euros d'excédent. Ils disent que la dette demeure particulièrement faible. Ils disent que la capacité d'autofinancement est élevée. Ils disent que la commune conserve des marges de manœuvre importantes. Autrement dit, le patrimoine financier laissé à cette nouvelle majorité est loin de celui qui a été trouvé en 2020. Mais ce compte financier unique pose aujourd'hui une autre question. Que va devenir cet héritage? Car si nous regardons les premiers mois de cette mandature, nous observons déjà des pratiques qui suscitent de profondes inquiétudes. Nous ne comptons plus les sujets de préoccupation et les questions. Des questions qui, pour beaucoup, restent sans réponse. Je ne vais pas revenir sur les différentes questions, notamment les questions sur les conditions d'engagement de certaines dépenses et du respect de procédures administratives et financières. Or, la bonne santé financière d'une collectivité ne repose pas seulement sur le montant de son excédent. Elle repose aussi sur le respect des règles. Elle repose sur la transparence. Elle repose sur la capacité à accepter le contrôle démocratique. Elle repose sur le respect des procédures qui protègent l'argent public. Une situation financière saine peut se dégrader très rapidement lorsque les procédures sont affaiblies, lorsque les alertes ne sont pas entendues, lorsque le contrôle interne est considéré comme une contrainte plutôt que comme une garantie. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous formulons un avertissement politique. Le véritable défi de cette majorité n'est plus de dénoncer un prétendu héritage. Le véritable défi est de démontrer qu'elle est capable de le préserver. Car il est toujours plus facile d'hériter d'une situation assainie que de la maintenir. Et il est toujours plus facile d'accuser ses prédécesseurs que de répondre aux questions qui sont posées aujourd'hui. Le compte financier unique 2025 constitue donc moins un jugement sur le passé qu'un point de départ pour évaluer votre propre gestion. Vous avez cherché les preuves d'une mauvaise gestion passée. Le CFU vient surtout de révéler le risque d'une mauvaise gestion future. Vous êtes désormais comptable de vos actes, de vos décisions, de vos priorités et du respect des règles qui encadrent l'action publique. Intervention pour les élus de la minorité. Merci, monsieur le maire. Merci, l'Assemblée. Oui, merci, collègue. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir? Quelqu'un a une question pour Madame Francius ou encore au maire ou encore sur un commentaire sur ce compte financier unique?
pas d'autres questions, j'étais en train d'interroger Madame Francis. Donc, alors, s'il n'y a pas d'autres questions, alors, Madame Francis, je me pose la question, est-ce que le maire doit sortir pour pouvoir faire voter ce compte? Oui. Même quand bien même que c'est pas même avec la continuité du pouvoir, je suis obligé de sortir. D'accord. Ok. D'accord. Bon, alors je vais laisser le soin à la première adjointe, Madame Méronie Sandra, de pouvoir poursuivre, présider les débats. Je vais sortir momentanément. Je te laisse le soin. Merci. Nous allons passer au vote. Il n'y a pas eu de questions ni d'observations particulières. Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Qui vote contre? Non, mais tout le monde a voté en fait. Hein. Je vous remercie. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné quoi comme vote? D'accord. J'enregistre. Madame Francis, il y a eu 5 pour et le reste du conseil s'est abstenu. Collègues, on va pouvoir poursuivre nos débats et revenir, si vous voulez bien, au deuxième point qui normalement été inscrit, qui se trouvait troisième point, c'est fixation du nombre des représentants du personnel au comité social territorial, maintien du paritarisme et décision relative au recueil de l'avis des représentants de la collectivité. Collègue Sandra, tu veux présenter? Donc nous allons passer au point 2 de l'ordre du jour. Fixation du nombre des représentants du personnel au comité social territorial. Maintien du paritarisme et décision relative au recueil de l'avis des représentants de la collectivité. Les élections professionnelles dans la fonction publique territoriale auront lieu le 10 décembre 2026. Les collectivités ont délibéré dans les 6 mois précédant la tenue des élections pour fixer le nombre de sièges au comité social territorial local, décider du recueil de l'avis des représentants de la collectivité, ainsi que le maintien du paritarisme numérique au sein de chaque collège de représentants après consultation des organisations syndicales. Ainsi, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, et notamment ses articles L251-5, et ainsi que ses articles R 252-32 et suivants, vu la délibération PLV 22-05-35 du 20 mai 2022 portant création
du comité social territorial local, vu l'arrêté interministériel du 2 juillet 2025 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique, considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le jeudi 4 juin, soit 6 mois au moins avant la date du scrutin, considérant que l'effectif apprécié au 1er janvier 2026 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel est de 93 agents, propose de fixer le nombre de représentants du personnel titulaire au sein du CST local à 4 et un nombre égal de représentants suppléants du personnel. De fixer le nombre de représentants de la collectivité titulaire au sein du CST local à 4, maintien du paritarisme numérique, et un nombre égal de représentants suppléants. D'autoriser le recueil de l'avis des représentants de l'activité. Merci. Merci, collègue Sandra Egouni. Donc, je vais mettre aux voix. Quels sont ceux qui sont contre? Pardon? Il y a une demande de parole? Ah oui, pardon. Oui, Madame Foucan, allez-y. Oui, la minorité votera favorablement, mais il s'agit simplement d'une requête. Demander effectivement de mettre à disposition les avis, les comptes rendus du CST à disposition donc de la minorité, qu'un point régulier soit fait en conseil. Il s'agit en fait d'informer, d'associer l'ensemble des élus à la gestion des ressources humaines communales de manière à ce que nous puissions apprécier véritablement, puisqu'il s'agit d'un indicateur de la qualité des services qui sont rendus aux administrés. Et donc l'idée pour nous réellement, effectivement, c'est que régulièrement, donc le conseil soit informé des embauches, des effectifs et puis des avis rendus dans le cadre du dialogue social. C'est la requête que nous avions à faire concernant ce point. La minorité vote ce point favorablement. Oui, merci, collègue Foucan. De toute façon, on va s'organiser avec les services et puis j'interpelle devant l'Assemblée ma collègue Sandra Egouni qui est en charge des ressources, des finances. Merci de cette question, précisément de manière à ce que, en cas de besoin, que ça soit porté à la disposition des élus. De toute façon, on tâchera de faire en sorte que ça soit fait en toute transparence, que le Conseil, dans son intégralité, soit informé de ce qui se décide en CST, Conseil social, Comité social territorial. Pardon? Oui, bien sûr, comme me dit ma collègue, il y aura des PV, mais on peut se demander sur les recrutements, donc alors, pour moi, il n'y a aucun souci sur ça. Bien, alors je mets aux voix. Quels sont ceux qui sont contre? Ceux qui s'abstiennent? Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci, collègues. Désignation des membres au sein des instances intercommunales. Jean-Luc Bernard, tu peux présenter cette question, s'il te plaît? Alors, on passe le micro. On vous libère. Tiens, Michel, passe le micro à Jean-Luc, s'il te plaît. Le micro fonctionne normalement. Oui, bonsoir les collègues. Bonsoir à l'assistance. La commission intercommunale d'accessibilité, c'est bien ça? Oui. En dehors des commissions intercommunales obligatoires, le législateur a prévu aux articles L. 5211-1
et L2121-22 du Code général des collectivités territoriales la possibilité pour le conseil communautaire, en début de mandat, de créer des commissions thématiques afin de s'assurer de la participation des élus communaux non communautaires au fonctionnement, des élus municipaux non communautaires au fonctionnement de l'intercommunalité. Il apparaît indispensable que ceux-ci se sentent intégrés au processus même de décision au sein de ces commissions. C'est dans ce cadre qu'il est proposé au sein du Conseil la désignation de personnes élues et ou ressources par commission de la CNGT mandatées pour représenter la commune. Pour rappel, ce point avait été proposé à l'ordre du jour du Conseil du 28 mai 2026 et ajourné dans l'attente de confirmation de certaines propositions de nom. Il est proposé au Conseil les membres suivants. Pour le CCSPL, M. Victor Artin, M. Curtis Auguste, représentant d'association de défense des droits des usagers. Pour le CIA, M. Marie-Claire Jacques et Mme Selji Marceline, représentante d'associations de personnes en situation de handicap. Vous voudriez bien en délibérer. Bien, merci, collègue Bernard. Vous voyez, collègue, c'est des questions qu'on devrait vous soumettre la dernière fois, mais pour manque de précision, on avait ajourné, donc alors on vous le présente tel quel. Hein. Alors, pour le CCSPL et le CIA, quels sont les collègues qui votent contre? Quels sont les collègues qui s'abstiennent? C'est adopté à l'unanimité. Merci, collègues. Alors, le point 4 étant été validé, traité, alors on en vient au point 5, la convention d'attribution d'une subvention. Collègue Sandra Namo, Tania Namo, pardon, Sandra, c'est sa sœur. Merci, je te laisse le micro. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Convention d'attribution d'une subvention d'exploitation à l'UDAF pour le village de la famille et de l'enfant. Le centre social, village de la famille et de l'enfant, mène sur le territoire de la commune une action reconnue d'intérêt général. Il a en effet un rôle déterminant en termes de lien social et d'équipement de proximité au service des familles et de l'ensemble des habitants dans une perspective d'animation globale de la vie sociale de la commune. Cette action menée peut justifier l'octroi de subventions assorties d'un droit de regard sur ces activités sans pour autant qu'il y ait d'évolution d'une mission de service public. La présente convention vise à poursuivre et à renforcer la coopération entre le village de la famille et de l'enfant et la commune de Port-Louis et a pour objet de préciser le cadre d'intervention et le partenariat entre ces deux institutions. En 2023, des négociations ont été menées qui ont conduit à un accord portant sur l'octroi d'une subvention d'exploitation de 160 000 € par an, déduction non faite du loyer annuel dû par le VFE, Village de la famille et de l'enfant, qui s'élève à 60 000 €. Au regard des finances contraintes de la commune, des dispositions de sécurisation dans les lieux d'accueil qui ont dans les obligations à mettre en œuvre au plus tard le 1er septembre 2026, les travaux importants que cela générera sur la structure bâtimentaire et qui devrait, il y a une coquille, être à la charge de la commune dans l'éventualité d'une dévolution de mission de service public, il est proposé de s'inscrire dans la continuité et de signer une convention d'attribution d'une subvention pour les années 2026, 2027 et 2028 avec le village de la famille et de l'enfant UDAF. La commune étudie dans ce laps de temps la proposition de cession du bâti
Au profit du VFE, vous trouverez en pièce jointe le projet de convention. Vous voudriez bien en délibérer. Merci. Voilà, collègues, donc j'ai reçu par 2 fois déjà avec les services le directeur, le président de l'UDAF, M. Naïman, donc alors, qui nous a exposé le problème. Donc alors, à la toute prochaine réunion du Conseil, aujourd'hui donc, on vous soumet la question pour voir comment on peut régulariser cela. Je vous informe d'ores et déjà que cette question de la crèche, le village de la famille de l'enfant va encore revenir devant nous, très certainement à la toute prochaine réunion du Conseil, parce qu'il y a une demande d'acquisition, mais de toute façon, en temps utile, on va vous remettre ce dossier. Alors pour l'instant, c'est une subvention d'exploitation, donc alors qui nous demande, et de régulariser, donc alors ces 2 dernières années. Pardon, oui, Madame Foucault, oui. Je voudrais quand même, nous voudrions quand même faire une petite intervention sans avoir à attendre la prochaine, le retour de ce dossier en conseil, puisque on est quand même avec le village de la famille et de l'enfance sur un centre social qui remplit une mission d'intérêt général, qui accueille des enfants, qui remplit une mission de soutien à la parentalité. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment effectivement évaluer les garanties qu'on peut avoir dans le cadre d'une session, puisque ce sont des services quand même qui sont indispensables à une collectivité, et ce sont surtout des services qui vont déterminer l'installation de jeunes foyers et qui vont déterminer les jeunes foyers à rester sur le territoire. Ce qui veut dire que l'impact, il faut qu'on en ait conscience d'ores et déjà et qu'on y réfléchisse dans le cadre du retour de ce dossier. L'impact, on l'aura en termes de classes, en termes d'effectifs sur le nombre de classes, au niveau donc des écoles. L'impact, nous l'aurons également en termes fiscaux, puisque si nous avons des jeunes foyers, on aura un impact effectivement en termes de recettes fiscales. Et finalement, en fin de compte, on est sur effectivement un service qui est à prendre et qui est à considérer de manière globale, puisqu'il s'agit réellement d'une certaine mesure du dynamisme de la commune, de l'attractivité de la commune qui se joue avec le maintien ou non de cette structure sur le territoire. Donc, à notre sens, on est quand même sur une question qui dépasse largement le cadre comptable, le cadre financier, et qu'il faudra, en temps et en heure, considérer vraiment dans sa globalité. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de l'étude à venir de ce dossier, nous invitons réellement l'ensemble des collègues, minorité comme majorité, à y réfléchir, et il y a certainement lieu d'avoir une étude sur l'impact démographique, l'impact social, l'impact économique de l'absence de cette structure qui doit être amenée d'ores et déjà avant effectivement de réfléchir à une décision de cession, puisque nous n'avons pas la garantie dans le cadre d'une cession que ce service soit maintenu sur le territoire. Voilà les remarques que nous voulions faire. Bien évidemment, la minorité va voter favorablement ce point. Merci. Merci, collègue Foucault. Collègue Tania, tu voulais intervenir? Alors, je voudrais rebondir concernant le village de la famille et de l'enfant, donc qui est effectivement devenu un centre social géré par l'UDAF, qui comprend une crèche et un espace ludo pour les moins de 6 ans. Donc, ils font de l'accueil périscolaire pour les moins de 6 ans. Et qui dit centre social, effectivement, dit une structure particulière. Ça veut dire effectivement qu'il y a un espace Maison France Service. Ils ont le bus de la parentalité. Et donc, je pense que l'UDAF a dû faire ses calculs par rapport à ce que la commune pouvait leur apporter et le fait d'acquérir ce bâtiment. Parce qu'il faut savoir que dans le cadre du contrat territorial global, la CAF finance les centres sociaux. Et dans le déroulement de tout ce qui se passe sur le territoire de la Guadeloupe de façon globale, ils ont favorisé
l'ouverture de centres sociaux partout où cela était possible. Et quand ce n'est pas possible, ils ont ouvert des EVS, des espaces de vie sociale. Donc je ne pense pas que le village va s'en aller parce que c'est l'implantation de l'UDAF. Et pour preuve, l'UDAF a même récupéré le centre social de Petit Canal qu'ils sont en train de faire repartir. Le centre social de Port-Louis a encore du chemin parce que ce n'est pas comme le centre social qui est à Petit Canal qui accueillait des enfants jusqu'à moins de 18 ans. Donc là, nous sommes pour les moins de 6 ans pour le moment. Donc l'UDAF a sa place. Et nous, au niveau de la commune aussi, nous avons le côté éducation que nous devons développer. Donc voilà, ça fait partie du contrat territorial global de la CAF. Je ne me rappelle plus, je pense que Paul-Louis aussi a dû le signer. Donc voilà. Voilà, donc je ne pense pas que ça va partir. Merci. Oui, voilà, c'était une précision, j'estime, qui était importante. Et puis voilà. Mais de toute façon, cette question va revenir. Hein. Oui, je voudrais encore réagir sur l'inquiétude de Mme Foucan. Souvent, on a l'impression, et Mme Ramassamy en a fait la démonstration, qu'on pense que la nouvelle équipe qui arrive ne sait pas ce qu'elle veut faire pour cette commune. Je vous rassure, hein, on ne fera pas n'importe quoi avec ni l'argent public, ni l'argent des deniers de la commune, et aussi le village artisanal, s'il y a, pas le village artisanal, le village de la famille et de l'enfant, c'est avant tout peut-être pour permettre la modernisation, les travaux à faire. Et je pense qu'en acquérant le village qui est déjà assez âgé, qui devient vétuste, que l'UDAF puisse faire les investissements nécessaires pour rendre le bâtiment aux normes qu'il faut. Merci. Oui, monsieur Mazipa avait demandé, oui, vous avez la parole. Oui, c'est pas un combat, un échange de propos, mais c'est une question de vision et de perspective pour demain. Nous oublions qu'il y a un CCAS, la commune dispose d'un CCAS. Ça veut dire qu'il nous faut travailler en bonne intelligence avec le centre social qui est sous le patronat de l'UDAF. L'UDAF a sa vision propre qui n'est pas celle de la politique municipale. L'équipe municipale se doit de gérer avec ses administrés, porter des réponses pertinentes à leurs besoins, à leurs souffrances, à leurs revendications à travers les âges. Et en même temps, l'UDAF a sa représentation par rapport à une population qu'elle a ciblée parce qu'elle a reçu un agrément pour remplir une mission. Il y a une commande, être obéi à une commande. Et nous, au niveau de la municipalité, il nous appartient d'avoir un CCAS qui est à l'écoute, qui est en veille permanente avec sa population. C'est la politique. Alors que l'UDAF, c'est un organisme privé. C'est vrai que Mme Foucault a raison. Nous n'avons aucune garantie de ce que l'UDAF prendra comme choix demain parce que la population port-louisienne, elle vieillit dans les 5 ans qui viennent. Eh bien, nous serons, les plus de 45 ans, seront déjà à 45% de la population. Donc, il y a une baisse au niveau des tranches d'âge population UDAF. Et le vieillissement de la population va plutôt concerner le CCAS où il y aura des demandes particulières d'accompagnement et d'aide. Comme ça se fait déjà, de toute façon, Tania, tu auras le temps de voir comment s'inscrivent les demandes au niveau du CCAS. Et les gens vont aussi en même temps demander un peu la même chose à l'UDAF. Parce que l'UDAF ouvre son champ de réponse et son champ de possible. Ce n'est pas une intervention pour de l'inquiétude, c'est une intervention pour montrer quand même que le social est en question. Le social est en question et il y a une incertitude pour demain. On ne sait pas comment les choses vont s'ouvrir par rapport au contexte économique, la situation économique et la dépopulation qui se joue à Port-Louis, le vieillissement de la population. Donc je crois que l'UDAF est en question et la question sociale est également en question au niveau du CCAS. Moi, je marie les deux. Hein. Je ne raisonne pas qu'en termes l'UDAF. Moi, je pense aussi qu'il y a un CCAS qui existe. On a créé, il y a un personnel qui a été renforcé et il y a une demande qui est très expresse, qui est très précise. Hein. Lorsqu'on regarde effectivement la quantité de demandes, ce que les gens demandent, quel type d'accompagnement qu'il faut, eh bien, l'UDAF à côté, eh bien, on doit savoir comment travailler avec eux intelligemment, comme on a toujours fait. Mais il nous faut être vigilants sur cette question
pour qu'on puisse effectivement partager le territoire et répondre. Bon, c'est vrai qu'il y a France Service qui vient aussi renforcer effectivement les réponses, porter des réponses particulières, mais tout ça montre que la question sociale, elle demande une réflexion et on doit non pas baisser la garde, mais on doit être très vigilant sur comment sera demain, sur les attentes de la population ou encore des administrés en général. Voilà. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le CCAS et les centres sociaux n'ont pas les mêmes missions. Le Centre communal d'action sociale a une mission, des missions obligatoires définies par le Code de l'action sociale et des familles. L'UDAF ne peut pas fonctionner sans la CAF. Et M. Mazepa, en tant que secrétaire de l'Union départementale des CCAS, je pense que je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a eu des réunions entre les membres de l'Union départementale des CCAS et l'organisme national qui gère les centres sociaux. Ces réunions-là ont eu lieu à la CAF, justement pour que chacun reste dans ses missions. On ne pourra pas prendre les missions du CCAS, même si au village de l'enfant et de la famille, ils distribuent des colis alimentaires, ils font un certain nombre de choses, mais la loi a cadré le fonctionnement du CCAS. À aucun moment, un centre social ne peut se substituer à un CCAS. Merci. Merci. Michel Tola. Je voudrais tout simplement rassurer, encore une fois, et surtout qu'on ne puisse pas faire l'amalgame entre ce qu'est un centre social et un centre communal d'action sociale. Ça n'a rien, mais absolument rien à voir. Et si je le dis, c'est que je suis très bien placé pour le dire, puisque quand vous voyez le développement des centres sociaux en Guadeloupe, des EVS, nous, en tout cas, j'ai été l'avant-dernier président du centre social de Petit Canal. Nous avons œuvré pour ça et on a bien compris, contrairement au CCAS, le centre social est basé sur le bénévolat. Ça n'a rien à voir avec le CCAS qui est une institution, d'une part. D'autre part, parlons de l'UDAF. Mais l'UDAF, c'est en pur vrai. L'UDAF est partout. L'UDAF est aussi dans le tutorat, c'est ça? Le tutorat, l'UDAF est partout. L'UDAF, c'est un partenaire privilégié de la CAF. Donc, je vois très mal que, justement, si l'UDAF, achète ce bâtiment, puisse changer d'orientation. En tout cas, je ne le crois pas du tout. Bien au contraire, comme Max le dit, à ce moment-là, nous devrions avoir un partenariat avec eux, de telle sorte que, justement, si on peut apporter d'autres idées, il y a France Service, mais il y a autre chose qu'on peut effectivement apporter, eh bien, avec le DAF, on peut évidemment entrevoir les choses. Donc, moi, mon intervention, c'est surtout pour dire, ne faisons pas l'amalgame entre les centres sociaux et les centres communaux d'action sociale, ça n'a mais absolument rien à voir. Parce que la CAF, en fait, oui, excusez-moi, oui. La CAF a une mission par rapport à la politique des familles. Et c'est dans ce sens-là qu'ils se sont positionnés sur les centres sociaux. Abîme et Pointe-à-Pitre, quand ils ont créé les centres sociaux, il y avait 10 centres sociaux entre Abîme et Pointe-à-Pitre. Donc après, je ne sais pas s'ils fonctionnent tous, mais ça ne change rien au fonctionnement du CCAS de Pointe-à-Pitre et du CCAS des Abîmes. Effectivement, la présidente de l'UD, en la personne de Madame Diogou, quand les centres sociaux ont commencé à sortir de terre, a eu cette inquiétude-là. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette réunion de cadrage pour que chacun puisse rester dans son précaré. Et les choses ont été faites. Donc là, il n'y a pas de souci par rapport à cela. Effectivement, nous sommes tout à fait conscients que 30% de la population de Port-Louis est vieillissante.
dans la crèche de Port-Louis qui se trouve au VFE. Il y a des enfants d'Anse-Bertrand, des enfants d'ailleurs qui viennent dans la crèche. Donc nous n'avons pas de vision, mais cette convention justement nous permettra de travailler en bonne, comment je dirais ça, voilà, en bonne intelligence et pour le bénéfice des Port-Louisiens. Parce que les gens peuvent faire, parce que ça touche, comme ce sont les familles, ça touche les enfants de 0 aux adultes à 100 ans. Parce que dans le centre social, on va trouver des activités pour les adultes, comme des cours de yoga, des cours de couture, des choses que nous ne faisons pas au niveau du CCAS. Le CCAS fait des ateliers. Donc, chaque structure a, voilà, il y a une complémentarité, mais il n'y a pas de concurrence. Merci. Monsieur le maire, excusez-moi, hein, on a beaucoup parlé. J'ai dit simplement qu'il y a le CCAS et l'UDAF, et nous travaillons jusqu'à maintenant en bonne intelligence. Nous travaillons en complémentarité. Et nous avons fait des projets ensemble, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de conflit entre les deux. Hein. Il nous appartient de conserver cette ambiance, cette façon de travailler au profit des administrés. Je ne dis que ça, je n'ai pas dit qu'il y a une guerre à venir, ni qu'il y a que quelqu'un qui a mangé l'autre, je n'ai pas dit ça. Merci. Oui, merci. Je crois que cet échange est nécessaire pour les élus. Merci pour la population qui suit nos débats, qui suit effectivement ce conseil municipal. Tu voulais intervenir, William Wilson? Alors, je voulais juste intervenir sur l'UDAF. Donc, c'est quand même bien que l'UDAF s'intéresse à acquérir le centre social quand même qu'il y a pour lui, puisque finalement, l'UDAF, ça montre quand même, il y a un intérêt quand même des services publics pour la solidarité et l'économie sociale qu'il y a autour de Port-Louis. Donc ça voudrait dire que l'UDAF aussi, comme vous le dites et vous l'avez répété, l'UDAF a des partenaires qui sont la CAF. Et pour que l'UDAF, et j'interviens sur la partie financement, puisse pouvoir améliorer structurellement toutes leurs structures qu'ils rachètent et même comment dire ça, faire des demandes au niveau des communes, il faut qu'il ait des validations structurelles, que la commune puisse lui dire, OK, on va vous céder un bien, une structure, un terrain, quoi que ce soit, comme ça, quand il revient près de la CAF, il peut lui demander des subventions qui sont à hauteur de la commune. Donc c'est bien pour lui, et c'est bien qu'on ait l'UDAF qui s'intéresse quand même à racheter une structure qui a pour lui et qui est quand même, je crois, qui porte quelques défaillances avec du temps, et c'est intéressant pour lui. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, collègue William, c'est exactement ça la question. Et mea culpa, parce que je l'ai introduit, alors que ce n'était pas l'ordre du jour, mais ça a fait le gros de la discussion. J'ai dit, tiens, c'est une question qui va venir prochainement devant le Conseil, mais ce n'était pas l'ordre du jour. Mais je crois que le débat a apporté des éclaircissements aux uns et aux autres. Et pour conclure, c'est exactement l'élément clé, ce qu'a avancé le président directeur de l'UDAF, c'était de dire que finalement, ce bâtiment est vieillissant, il doit faire des travaux importants là-dessus, et ils ne sont pas propriétaires. Et la CAF finance pour près de 80% des travaux pour lesquels il y a une nécessité dans ce bâtiment. C'était surtout ça l'objet. Donc, alors, d'ailleurs, depuis mon époque, en 2014 à 2020, je crois que c'était en 2018, ils étaient à fond là-dessus. On n'a pas pu finaliser. Dans le dossier que j'ai vu, j'ai même vu qu'il y a finalement une expertise qui a été faite en 2024, je ne m'abuse. Donc, alors, je crois que l'ancienne équipe était dans cette démarche-là également. Mais cette question, on aura le temps de le présenter devant le Conseil. Tout chacun pourra prendre connaissance du dossier et se prononcer en toute connaissance de cause. Bien, cela dit, je mets au voie cette question, collègues, cette convention avec l'UDAF pour leur donner effectivement ces sous qu'on doit pendant ces 2 années. Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Collègues, je vous remercie. Alors, on arrive aux questions diverses. Mon collègue Mazepa Max s'était inscrit pour une question diverse. Je vais lui laisser la parole.
Oui. Eh bien, chers collègues, je vous demande votre petite attention parce que la minorité, nous nous inspirons effectivement du règlement. Donc, mon intervention va porter sur le respect des procédures administratives et l'encadrement des manifestations organisées sous l'égide ou avec le concours de la commune. Les élus du groupe de la minorité ont connaissance de plusieurs communications diffusées au public relatives à des manifestations organisées ou annoncées sur le territoire communal utilisant des équipements municipaux, le logo de la ville de port ou l'image institutionnelle de la collectivité. Parmi celles-ci figure notamment la conférence débat santé et droits des enfants organisée le 4 juillet 2026 à Médiathèque pour le Pôle. La randonnée VTT, merci, nocturne programmée. Ces initiatives poursuivent des objectifs qui peuvent naturellement présenter un intérêt pour la population et contribuer à l'animation de la vie locale. Toutefois, les informations portées à la connaissance des élus conduisent à s'interroger sur les modalités administratives ayant encadré l'organisation de ces manifestations, ainsi que sur les conditions dans lesquelles les équipements communaux, les moyens municipaux et l'image de la collectivité ont été mobilisés. Juste un rappel sur le cadre juridique. L'organisation de manifestations utilisant des équipements communaux, le domaine public, les moyens de la collectivité ou l'image institutionnelle de la commune engage directement la responsabilité de celle-ci ainsi que celle des autorités et agents qui concourent à leur mise en œuvre. À ce titre, plusieurs principes et obligations doivent être respectés. La traçabilité des décisions administratives, la régularité des autorisations d'occupation ou de mise à disposition, le respect des règles de sécurité applicables aux manifestations accueillant du public, la vérification préalable des couvertures assurantielles, l'encadrement de l'utilisation des moyens humains et matériels de la collectivité, le respect des règles budgétaires et comptables applicables aux recettes et dépenses publiques. À défaut de procédures formalisées, plusieurs risques peuvent être encourus en lien notamment avec les conflits d'intérêts et d'utilisation des biens et moyens publics avec à chaque fois des responsabilités administratives et financières, collectives et individuelles et des conséquences potentiellement pénales. La question que je me pose, c'est concernant la conférence au débat du 4 juin 2026, une demande formalisée de mise à disposition à la médiathèque Yvon Le Borgne a-t-elle été déposée et instruite préalablement à l'événement? Une décision, convention, autorisation ou validation administrative a-t-elle été délivrée? Quels moyens humains, matériels ou logistiques de la commune ont été mobilisés? La commune a-t-elle supporté directement ou indirectement tout ou partie des dépenses liées à cette manifestation? Y a-t-il eu des recettes? Comment ont-elles été comptabilisées? Concernant la randonnée VTT, quelle est l'identité ou encore l'entité juridique organisatrice de la manifestation? Les déclarations réglementaires prévues par les textes applicables aux manifestations sportives ont-elles été effectuées? Des arrêtés municipaux, autorisations d'occupation du domaine public ou mesures particulières de sécurité sont-ils prévus? Quelle garantie assurantielle couvre l'événement? Qui est habilité à percevoir les participations financières demandées aux participants et partenaires? Selon quelles modalités? Quels services municipaux ont été saisis et associés à l'organisation de cette manifestation? En conclusion, nous ne remettons nullement en cause l'intérêt des initiatives proposées aux habitants. Cependant, nous rappelons qu'il appartient à la collectivité de garantir que toute utilisation d'un équipement public, du logo communal, de moyens municipaux ou de domaine public repose sur des procédures identifiables, régulières et transparentes. La présente question vise donc à permettre au conseil municipal et à la population de disposer d'une information complète sur les conditions dans lesquelles la commune est engagée dans ces opérations, tant pour les manifestations déjà réalisées que pour celles restant à organiser.
c'est ça l'intervention du groupe minoritaire sur notre regard porté sur les choses qui se mettent en place dans un intérêt qui rejoint effectivement le règlement intérieur de la vie de l'institution. C'est juste une des questions, principe précaution, mise en garde pour nous-mêmes et pour nous tous, et pour la population également. Okay, merci. Je ferai un inventaire de ces questions présentées, ces sujets présentés devant le conseil municipal pour savoir ce qu'il en est. Alors, je dis de mémoire, il y a eu une manifestation organisée à Médiathèque, il y a eu une demande de fête qui a été honorée. Donc après, et pareil pour une manifestation de VTT qui est organisée dans le cadre de la fête, qui a utilisé le logo de la commune, de ça, c'est avec mon accord. Alors, cela dit, si ça met en jeu, en tout cas, ou ça met en cause, effectivement, la commune, donc alors, on va bien voir, on va analyser la question, et puis ça, s'il y a lieu de rectifier, on va rectifier. Mais en tout cas, il est toujours bon que l'élu, attire l'attention du conseil municipal, mais aussi du maire ou des autres élus, parce que nous sommes de plus en plus procéduriers, et puis et les lois et règlements de la République française nous imposent un certain comportement. Donc alors, il va falloir qu'on fasse attention de plus en plus, parce que pour un rien, effectivement, le maire est mis en cause. Donc alors, j'enregistre avec satisfaction l'intervention du collègue Mazepa, qui est, comme dit, de l'équipe de la minorité. C'est ce que je puis dire à ce stade. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Sinon, pardon? Si tu as une question. Pas sur l'intervention du collègue Max. Je disais, ce n'est pas sur l'intervention du collègue Max, mais c'est, je me fais porte-parole de certaines questions. Alors, monsieur le maire, je crois savoir que je dis notre parce que c'est de la collectivité, notre ancienne DGS n'est plus dans ces locaux, a repris, paraît-il, comme l'a été dit, ses fonctions à la région Guadeloupe. Alors, ma question est de savoir, est-ce que tout est dans l'ordre, sachant que j'avais posé une question en off, et j'ai eu une réponse, mais là, je le pose publiquement, et pas seulement moi, à savoir si tout a été restitué, tout simplement. C'est ça ma question, la concernant. La deuxième, c'est surtout une interpellation que j'ai déjà faite en groupe majoritaire. Et je le dis publiquement pour que les gens sachent que nous ne sommes pas insensibles à certaines choses. Donc, tout simplement, sous les réseaux, il y a une forme de calomnie qui a commencé depuis quelque temps. On peut laisser passer une fois, on peut laisser passer deux fois, mais à un moment donné, il faut dire stop. Je dis ça pas parce que les élus de la majorité sont concernés ou telle personne est concernée. Mais je dis ça, c'est parce que trop souvent, nous laissons faire des choses alors que quelque part, les personnes qui sont critiquées sont des élus. Et je considère que toutes les personnes qui sont dans cet hémicycle sont des élus, que ce soit de la minorité, que ce soit de la majorité. Je ne vais pas admettre qu'on puisse mépriser, calomnier des élus, quels qu'ils soient. C'est pour ça que, monsieur le maire, je réitère publiquement qu'il faudra qu'on prenne des dispositions pour que ces choses cessent, parce que j'estime que nous devons nous faire respecter. Donc, des démarches vont être prises. Si, évidemment, les collègues sont d'accord. Bien, alors pour répondre à la... Pardon. Qu'est-ce qu'il faut retenir? On veut bien garder pour toi ce que tu sais, mais si tu t'es adressé à nous, c'est pour nous porter une information qu'on puisse effectivement bien lire et rejoindre effectivement tous les autres, parce que moi j'estime que ce que je dis, je peux le dire, avec le monde, respecter le monde. Avec le monde, respecter le monde, tout côté, pas parce que nous élus, que nous traversons pas 20,
pas si tu es informé au courant, mais sur les réseaux en ce moment, il y a un certain, je ne sais pas qui c'est, mais qui se cache derrière un pseudo Koulou Popiou et qui est en train de calomnier cette majorité municipale et pire, prend un certain nombre d'élus possibles. C'est-à-dire quand on nomme nommément un élu, et surtout quand il y a des contre-vérités, en soi, je suis en politique, je suis d'accord qu'on me critique, qu'on m'attaque, mais il faut que ça ait un sens. Mais du moment qu'il y a de la calomnie, des mensonges, et comme je disais aux collègues, moi, je peux supporter ça. Mais quand on a des familles, on a des gens qui sont autour de vous, ça ne peut pas passer. Je partage. Je condamne la gueule, je partage. Voilà. Non, j'ai bien précisé que nous sommes tous élus. Ça veut dire tout simplement, par rapport à ça, je peux comprendre que des élus peuvent ne pas se sentir concernés, c'est normal. Je trouve ça normal parce qu'ils ne sont pas concernés directement. Mais ce que je veux dire ce soir, c'est-à-dire que ce soit la majorité ou la minorité, quand il s'agit de telle sorte de calomnie, on ne peut pas laisser ça passer parce que j'estime que c'est un manque de respect, c'est de nous prendre pour des moins que rien. Voilà, moi, c'est tout simplement ça. Je ne sais pas si vous avez entendu, hein, vous avez écouté. Ah, parce que ce n'est pas sur les réseaux. Oui. Ouais. Bien. Voilà, collègues, je crois qu'on arrive au terme de cette réunion du Conseil. Je profite pour dire à Max que cette randonnée VTT qu'il a notée, c'est dans le cadre de la fête. Et je profite pour rappeler aux collègues du Conseil et aux citoyens présents que la fête patronale aura lieu du 26 juin au 8 juillet. Donc alors, les collègues vont recevoir leur invitation, les programmes. Donc alors, comme à l'accoutumée, donc alors je voudrais juste porter cette information à la connaissance des uns et des autres. Voilà. Et je crois qu'il y a une question. Ah oui, Michel, pardon. Oui, c'est ça, voilà. Non, alors, ça a été fait dans les règles de l'art, je peux dire. Oui, Madame Kozak est partie, on a pris l'arrêté qui s'en suivait. Donc, alors, ça, il y a eu de particulier, pour dire. Elle avait un véhicule qu'elle a déposé. Non, pour moi, ça s'est passé dans les règles de l'art. Je n'ai pas eu trop d'échanges avec elle, mais finalement, elle a eu à envoyer des mails, on a répondu aux mails, elle a eu à envoyer des courriers, on a répondu. Et avec Madame Natou, on a fait le nécessaire de manière à ce que, légalement, réglementairement, que ça soit fait. Voilà. Bien. Alors, je le dis à l'attention des collègues, je crois l'avoir déjà dit, mais c'est Madame Kozak qui était en détachement chez nous, elle était fonctionnaire de la région, donc alors elle est retournée à la région normalement. Alors, juste pour information, le président du conseil régional, le président Salus, sera pour lui demain par rapport à un certain nombre de travaux en cours sur le territoire, notamment le stade, l'école et vendredi matin. Il m'a appelé pour me dire qu'il sera là avec ses services. Donc alors, on va aller faire un tour sur ces bâtiments parce qu'il est urgent pour nous de faire démarrer l'école, notamment l'école, pareil, le stade aussi, parce que la piste, on a besoin de l'utiliser, notamment, ils utilisent déjà la piste, mais il n'y a pas d'éclairage. Donc alors, si à partir de sa visite, il peut accélérer les choses, ce serait une bonne chose. Donc alors, juste à titre d'information, en question diverses, je voulais vous apporter ces infos. Collègues, merci, je sais que vous avez passé une journée de travail.